Alors, je prends cette décision, donc, aussi avec le grand plaisir d'avoir eu la subvention CRSH, d'aller en Albanie. Mais vous savez que l'Albanie, en 97, était une Albanie, disons, vraiment au niveau de l'éclatement social le plus fort. La guerre en Bosnie avait terminé. J'étais allée quand même à voir comment était la Bosnie de l'après-guerre. Et les Balkans étaient en poudrière. Était terminée la guerre de Croatie, mais disons, on avait vraiment je dirais, une intensité émotive l'une contre l'autre en cherchant des identités réinventées. Je vous dis seulement que quand je suis arrivée en Albanie, une des idées était qu'il y a encore Théodose. Quand j'ai vu un livre qui disait Théodose continue à diviser. Alors je disais, mais qui est ce Théodose? Je n'imaginais pas, et puis j'ai compris que c'était l'empereur Théodose. Donc l'empire d'Occident, d'Orient, l'Albanie, disons, divisée à moitié. Donc c'était vraiment, après 50 ans de communisme, aller à chercher des racines identitaires, idéologiques complètement inventées. Okay? Mais qu'est-ce que je trouve en Albanie, et pas seulement pas en Albanie, puis je m'en vais en Bosnie, et puis je commence à voir le Kosovo, pas beaucoup, le Kosovo, je le fréquenterai beaucoup autour de la guerre. Mais l'aspect que je trouve très important et très intéressant est qu'il va vraiment se lier avec toute la réflexion théorique précédente, puis une critique, disons, sur une ethnographie classique, c'était de dire, mais qu'est-ce que c'est l'Albanie aujourd'hui? L'Albanie aujourd'hui était faite par moitié, bien sûr, par les Albanais, mais l'autre moitié était la communauté internationale qui était en Albanie à tous les niveaux militaires, les niveaux des ONG, les niveaux des grandes organisations internationales, les niveaux des gens qui étaient en train de réécrire la constitution albanaise. Bref, ce qu'après j'appellerai le supracolonialisme, ce que j'appellerai, disons, une déterritorialisation du territoire. Alors j'ai dit, mais quand je suis arrivée là-bas, et j'ai vu comment veut dire, toute la communauté internationale à différents niveaux, je dirais de la diplomatie classique aux les grands journalistes qui allaient et venaient toujours de la BBC, d'autres grandes chaînes de télévision, non pas seulement de télévision, il y avait aussi des écrivains, il y avait des gens qui arrivaient, des hommes d'affaires, parce que vous avez un nouveau marché. Les gens doivent apprendre. Il y avait quelqu'un en Allemagne, je me rappelle, était venu en Albanie pour mettre les radiotaxis, les taxis que tu appelles par téléphone. Donc vous avez, comment dire, ces marchés nouveaux qui n'étaient pas seulement l'Albanie, mais disons occupés avec les bonnes intentions, appelons ça, occupés pour les démocratiser, occupés pour les rendre ouvertes à les marchés libres. Mais j'étais très intéressée à cette nouvelle forme des occupations politiques et, je dirais, de la vie quotidienne d'un territoire, qui était un autre territoire habité par des problématiques, par des valeurs, quelque chose, et qui se trouve complètement marginalisé par cette nouvelle présence qui impose, avec la meilleure intention du monde, d'aider. Et donc, je me retrouve en face à l'humanitarisme.
Et là, l'humanitarisme commence à, comment dire, à travailler dans ma tête, dans les points de vue théoriques, en regardant quand même, en faisant vraiment une ethnographie de la communauté internationale et de la partie des Albanais qui était liée, légitimée par cette communauté internationale. Donc il y avait une partie qui est devenue une nouvelle élite, parce que c'était une élite légitimée par la communauté internationale, qui n'avait plus, disons, les formes d'élite du passé, ou à l'intérieur les tensions entre les différentes parties de la communauté, mais était une autre chose. Alors c'était des gens qui étaient reconnus, parfois la communauté internationale, quand je dis la communauté internationale, est très vaste, mais quand vous les regardez sur le terrain, ils font partie d'une, comment dire, comme c'est une nation dans la nation. Et après, il y aura quelqu'un qui est plus démocratique, l'autre qui est moins démocratique, Médecins sans frontières qui fait un très bon travail, les autres qui, International Organization for Migration, qui fait des choses un peu plus complexes, difficiles à comprendre bien. Mais bref, vous avez ce que j'appelle la communauté internationale, at large. Et là, qu'on peut dire, vraiment, le travail d'Appadurai, d'autres travaux dans les points de vue théoriques anthropologiques, les travaux d'Abelès sur les institutions, beaucoup de, je dirais, de travaux d'anthropologie m'en commencent à interpeller beaucoup. Mais avec ce regard, justement, d'aller à regarder qu'est-ce que signifie de travailler sur un territoire qui est déterritorialisé par des autres, qui n'est pas le vieux colonialisme qu'on arrive, mais sont ces formes, disons, occultées, parachutées, quand même, avec une idée, marché libre, néolibéralisme, démocratisation. Okay? Et là, ils deviennent pour moi un travail vraiment, vraiment passionnant. Et ce travail passionnant devient encore plus passionnant autour de 1999, quand il y a la guerre au Kosovo. Je me trouve en Albanie, je comprends une chose, que pour comprendre bien à l'intérieur ces mondes de la communauté internationale, des ONG, des organismes, des organismes qui, comme les Nations Unies, ou comme quelques, disons, agents de les Nations Unies, comme UNDP, comme et d'autres, disons, agents, c'est que tu dois avoir les badges, tu dois être dehors, dedans, sinon tu es toujours dehors. Et là, j'ai fait, qu'on peut dire, c'est que les gens pourraient considérer quelque chose de pas neutre. Donc, j'ai compris une chose, que sur un terrain comme ça, pareil, tu ne peux pas être neutre. Donc, tu acceptes de ne pas être neutre, tu acceptes que quand même les gens, les politiciens, les gens te reconnaissent comme un interlocuteur, et donc tu en commences à parler ou à écrire sur les journaux. Si tu le fais, tu dois les thématiser, Mariella. Tu dois comprendre que tu es en train de faire un terrain où tu es un terrain sur les limites éthiques, les limites. Donc tu dois savoir ça et travailler sur ce terrain. Et donc signifie prendre vraiment des postures politiques, mais en sachant, et entrer dans cette nouvelle démarche d'une ethnographie différente. Alors, avant, il y avait toujours l'anthropologie du développement. Okay? Des gens travaillaient dans les NGO, mais personne n'avait fait, comment dire, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont travaillé théoriquement sur cette posture où tu étais anthropologue et comment tu pouvais être un anthropologue qui travaillait sur le développement et d'être un anthropologue, on peut dire, qui fait le terrain. Moi, j'ai pris la décision d'accepter et aller chercher des contrats des Nations Unies et après de l'Organisation mondiale du commerce pour entrer dedans. Avoir les badges et donc avoir accès à tout.
y compris à toutes les contradictions. Et donc, cette posture m'a permis aussi de définir mon terrain, qui était donc sous l'Albanie, le Kosovo et la Bosnie. Donc je me suis promenée entre ces trois endroits différents, mais disons, la base plus forte était l'Albanie, parce qu'avec les Albanais, j'ai constitué vraiment un réseau très très fort aussi de rapports et d'amitié très profonde avec mes informateurs, je dirais. Et à travers eux, après, on a fait aussi des choses. On est allé ensemble en Bosnie, on est allé après au Kosovo, mais j'avais les badges des Nations Unies et un contrat de United Nations Drug and Crime de Vienne. Puis je devais travailler en regardant les individualités plus fragiles, les femmes, les enfants, dans une Albanie qui était vraiment éclatée. Donc il y avait la violence, les gens étaient perdus, mais j'ai compris aussi qu'il y avait une énergie extraordinaire. Donc j'ai vu très bien que, disons, c'était un pays qui, au-delà de toutes les critiques et l'idéologie que l'Europe l'avait fait, ou l'Italie en particulier, c'était un monde extraordinaire des gens. Mais et j'ai travaillé énormément et avec beaucoup de plaisir avec eux, mais j'ai regardé surtout les institutions internationales, comment on travaille, cette forme que j'ai appelée des souverainetés migrantes, ou souveraineté mobile. Donc j'ai considéré la communauté internationale comme une souveraineté migrante, mobile, qui se superpose et qui en commence, dans les points de vue urbanistique et spatial, à vivre dans les endroits où les anciennes gens du pouvoir vivaient. Alors, pour vous dire, il y a plusieurs des choses du Conseil d'Europe ou de la police européenne qui vivent entre la maison de l'ex-dictateur, la maison du chef de la police au temps de Enver Hoxha. Donc c'est très intéressant. D'abord, la spatialité, comment cette souveraineté migrante se superpose et d'être déjà là à nous dire, à nous expliquer beaucoup de choses. Comment les hôtels construits après le communisme deviennent un lieu qui est entre Casablanca. Moi, j'ai écrit un article que les gens avaient aimé beaucoup et j'ai trouvé que dans une de ces des hôtels de Tirana était comme vivre la même expérience de Casablanca. Tous les gens fumaient dans les bars et chacun vendait n'importe quoi. Aussi, les gens avaient compris très bien que moi, j'ai cherché d'avoir des informations des informateurs. Alors, est-ce que je peux... tu veux venir, je te donnerai une interview, je te ferai donner une interview à la veuve d'Enver Hoxha. Est-ce que donc, à moi, elle me vendait la possibilité d'avoir accès à les ex-communistes, à d'autres, je ne sais pas. Tout, c'était incroyable. La fumée dans les bars de cet hôtel, il faut que je retrouve cet article que j'ai fait, que je disais, mais c'est vraiment comme les films Casablanca, si vous l'avez vu, exactement cette atmosphère, et c'était une atmosphère de colonialisme plein. Mais l'aspect que j'ai trouvé encore plus intéressant et qui est devenu vraiment l'aspect encore plus focalisé de mon travail de terrain est cette espèce de confusion très forte entre les militaires et le travail humanitaire. Alors, dans les endroits de guerre, je ne peux pas dire que tout l'humanitaire a cette confusion, mais c'est sûr que l'humanitaire qui s'est établi dans les zones de guerre et les Balkans sont la vraie première expérience. Oui, il y avait eu Restore Hope in Somalie. Il y avait eu d'autres petites choses à Timor, mais disons les Balkans deviennent un laboratoire pour de nouvelles formes d'intervention humanitaire. Et là, je les regarde très bien et je commence à travailler beaucoup
sur cette intervention humanitaire qui va se lier à l'intervention militaire, les militaires qui font de l'humanitaire, cette espèce de ce que j'appellerais la zone grise de l'humanitaire. Et là, je trouve vraiment une passion politique et la nécessité de travailler sur cette problématique. Or, pensez que quand j'écris les premiers articles, je ne l'ai pas ici, mais je les trouverai, qui étaient, et j'ai publié, qui était sur la revue Multitude, une revue que j'aime beaucoup, et où j'appelle vraiment que l'humanitaire, l'intervention humanitaire fait partie d'un laboratoire comment on pourrait dire, de laboratoire de colonialisme, Et là, sur cet petit article, que je dois dire est intéressant, mais c'était vraiment un petit article de 3, 4, 5 pages, 6 pages, il y a un déclenchement d'un débat qui va durer pendant 3 numéros de multitude, parce que le président Moncorchet, le président des médecins du monde, m'accuse d'être presque une fasciste, parce que j'osais critiquer l'humanitaire. D'autre part, les gens des Médecins sans frontières de la Belgique disent non, Marielle a raison, parce qu'il y a des dérapages énormes. Rappelez-vous que aujourd'hui, tout le monde critique l'humanitaire, fait des distinguos, il montre qu'il y a des budgets, où sont des budgets dépensés plutôt pour la machine interne que pour les projets pour lesquels sont financiers. Mais disons, il y a vraiment en 1997, 18, 19, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui commençaient à faire des distinguos sur l'intervention humanitaire. Oh, une critique. C'était dit. C'était comme tu ne pouvais pas toucher. C'était les dogmes comme Bourdieu écrivent d'une façon magnifique, fait la préface à l'édition française du livre de Rabinov sur le Maroc. Il parle d'une certaine approche de l'anthropologie comme de l'Immaculate, les dogmes de l'Immaculate Conception. Je dirais que c'est la même chose. On ne pouvait pas critiquer l'humanitaire. Et là, on commence, je veux dire que j'étais vraiment pionnière avec quelqu'un d'autre, avec Didier Fasset, entre autres, et d'une façon aussi différente, on avait des différences, mais disons, je deviens quelqu'un vraiment qui assume la critique très forte à l'humanitaire. Donc, posture, je dirais, d'une anthropologie à les frontières avec les sciences politiques ou les études internationales, mais qui travaille d'une ethnographie très, très précise, d'un terrain très, très précis. Donc, être là, vivre là, apprendre la langue et faire partie, mais aussi contaminer. J'ai assumé que j'avais choisi d'être contaminé. Donc, ça a aussi appris tout un travail d'élaboration théorique. Qu'est-ce que tu fais quand tu assumes que tu fais le double rôle? Donc là aussi, j'ai travaillé beaucoup à ce sujet. Et puis, c'est clair une chose, qu'après que j'ai compris et après que j'ai écrit aussi mon livre, je n'ai jamais plus accepté un contrat. Les contrats, ils m'ont demandé beaucoup de fois, parce que là, j'étais entrée dans les réseaux de l'expert, je n'ai jamais plus accepté. Ça, c'était ma posture, éthique. Je l'ai fait exprès. J'ai contaminé mon rôle d'anthropologue sur le terrain et un rôle interne. J'ai dit à les gens qui m'engageaient qu'un jour, peut-être, que je pouvais écrire sans dévoiler des secrets, qu'après, n'avait pas, disons, des secrets. C'était vraiment vivre l'expérience quotidienne et voir comment se constitue une société sur une autre société. Et qu'est-ce que c'est la couche de la société, disons, autochtone, qui va être légitimée par la communauté internationale. Et ça, évidemment, était très incestueux, rapport vraiment presque incestueux, et rapport aussi d'une violence
pas directe, mais indirecte, de gestion. Encore une fois, les corps étaient là, la gestion politique des corps qui devait être sauvée, qui devait être, on peut dire, prise en charge, tous les droits du corps. Et là j'ai commencé encore une fois à travailler beaucoup sur les corps politiques en disant, regardons, tout ce travail, disons, de l'humanitaire est constitué pour les droits du corps. Jamais un droit d'une citoyenne. Okay? Parce que citoyenne, c'est une autre chose. Tu ne peux pas aller à vivre là, tu ne peux pas aller à vivre là. Mais, comme on veut dire, toute cette machine humanitaire est pour te donner tous les droits du corps. Alors, manger, être nourri, être habillé. Mais et qu'est-ce que signifie en termes politiques, de responsabilités politiques, et, comment dire, multiplier les droits de l'aide au corps et lever petit à petit les droits, qu'on peut dire, du citoyen, ou des possibilités, ou des individus, parce qu'on n'est pas nécessaire d'être un citoyen, de l'individu, mais de l'individu avec des droits, et pas du corps qui a des droits. Alors c'était aussi, encore une fois, comme vous voyez, les corps politiques est là, dans mon travail. Institutions internationales et politique du corps. Mais qu'est-ce que signifie ces politiques du corps, ces politiques humanitaires? Signifie légitimer des nouvelles formes de domination, parfois des compromis terribles, parfois vraiment des nouvelles formes autour de ce qu'est un marché néolibéral, qui, sous l'étiquette humanitaire, oublie des formes, je dirais, des responsabilités sociales beaucoup plus importantes. Alors ça, c'était vraiment, je dirais, les lieux de mon travail, qui a duré, qui dure encore, parce que je ne vais pas dire, mais a changé un peu dans les dernières 2 ou 3 ans. Je vous dirai pourquoi après. Mais c'était, comme on peut dire, vraiment le cœur d'une nouvelle façon de travailler les politiques et les contemporains, sans avoir peur. Et aujourd'hui, je dirais, c'est presque normal. Une critique, une anthropologie de l'humanitaire. Et puis la chose qui est très intéressante, c'est que moi et Didier Fassin, on l'a fait en première, mais beaucoup d'autres gens ont commencé à transformer le travail de l'anthropologie médicale en travail d'anthropologie de l'humanitaire. Donc aussi la discipline, qui n'existait pas, a eu un développement. Et après, l'école de Harvard a eu énormément d'anthropologie de l'humanitaire. On a eu aussi ici au Québec. Donc l'extension, je ne voudrais pas me prendre, comme on peut dire, mais comme la personne qui a fondé ça, mais je dirais que vraiment, si on regarde l'historique de l'anthropologie de l'humanitaire, je dirais que Didier Fassin et moi, on a commencé à se poser les problèmes autour d'une anthropologie du corps et aussi en lisant Foucault, mais à travers l'humanitaire. Donc c'est